Alberto Anton, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naidatech. Alors, Alberto, toi, tu es analyste VC, responsable du développement de l'incubateur accélérateur Plug and Play au Maroc depuis à peu près de 2 ans. Chez Plug and Play, vous sourcez des startups, vous les accompagnez gratuitement pour lever des fonds et travailler avec des grands comptes. Alberto, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter l'activité de Plug and Play? Oui, tout à fait. Merci, merci pour l'invitation. Euh, bah, Moi, j'ai commencé à Plug and Play il y a 2 ans, mais l'activité au Maroc, c'est commencé il y a à peu près 6 mois, en octobre. Donc, moi, j'ai commencé à Plug and Play à la Silicon Valley. J'ai passé là-bas 4 mois. Après, je me suis déplacé à Europe, à Valence, en Espagne. Et j'étais un peu en charge de tout ce qui était la zone européenne. Mais en même temps, je m'avais dit pourquoi pas, on est dans la même zone horaire que l'Afrique, on va voir ce qui se passe à l'Afrique. Et j'ai rencontré beaucoup de startups avec beaucoup plus d'impact et plus intéressantes que quelques européennes. Donc, j'ai commencé à m'intéresser dans tout ce qu'est l'Afrique et à chercher des opportunités d'investissement dans l'Afrique. Et il y a à peu près un an, on a retrouvé OCP qui était en train de chercher quelqu'un pour développer un programme d'accélération et les aider dans son procès d'innovation. Et on a commencé à parler avec eux et ils s'étaient intéressés. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, au Maroc. Et on a commencé, c'est notre premier bureau en Afrique. Et on a commencé il y a 6 mois à peu près, avec un batch de 17 startups maintenant. Et oui, depuis janvier qu'ils ont commencé ces startups à passer dans notre batch, on est en train de les aider, les supporter jusqu'au 9 avril qui sera la graduation. Et on va continuer les supporter après la graduation, mais c'est un peu comme la date de l'Expo Day et comme tout termine dans tout notre premier batch de Plug and Play. Donc, l'activité Plug and Play, c'est trois choses principalement. En premier, on est un investisseur. On investit dans des startups early stage. Nos tickets vont de 25 000 à 200 000 dollars à peu près. Et on cherche à être un des premiers investisseurs, sinon le premier. On veut être là un des premiers parce que c'est un peu plus quand il y a plus de besoins et quand plus d'impact on peut avoir. On investit à peu près dans 150 startups par an dans tout le monde. Et dans notre portfolio, maintenant, on a, je pense qu'à peu près 15 licornes. Et la dernière, c'est une licorne africaine, c'est Flutterwave. Donc, on est très heureux avec celle-là. Et on est en train de continuer à chercher plus de licornes pour le futur. Et on est en track pour cela. Après, on est une Corporate Innovation Platform, donc une plateforme d'innovation ouverte. On aide aux grandes corporations comme l'OCP, comme Walmart ou toutes ces grandes entreprises. On les aide dans le domaine de l'innovation. Donc, ce qu'on fait, c'est on entend ces problèmes, ces challenges ou ces intérêts technologiques. Et nous, on les met en contact avec des startups qui peuvent répondre à ces problèmes. Donc, d'une part, les startups réussissent un client, une grande compte comme client, ce qui est vraiment bien pour son croissant. Et de l'autre part, ce corporate, il a accès à de l'innovation plus agile que la développer à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il outsource cette innovation dans des startups, ce qui lui permet d'aller plus rapide, d'innover plus agilement et avoir des process plus agiles. Et finalement, on a les programmes d'accélération. Donc ici au Maroc, on a commencé avec le premier qui va terminer maintenant. Et dans le programme d'accélération, c'est un programme qui est equity free, fee free. On ne charge rien les startups, c'est complètement gratuit. Et un peu l'objectif de ce programme, c'est de prendre des startups qui vont de la phase de produit, dès qu'ils ont un produit qui est testable, qui peut s'adapter au marché, jusqu'à des phases vraiment de growth. Donc, on a eu des startups aux États-Unis qui ont levé plus de 100 millions, qui ont passé par notre programme d'accélération. Parce que où on est fort, c'est d'en faire ces contacts avec les grandes corporations, les grandes comptes et les aider dans cette internationalisation. De fait qu'on a des bureaux partout dans le monde. Donc, c'est où on est fort. Donc, c'est intéressant pour les startups qui sont vraiment early et aussi pour les startups qui sont plutôt late stage. Donc, ça, c'est les trois parties qu'on fait au Plug and Play, l'investissement, la corporate innovation et l'accélération. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait ici à Plug and Play. D'accord. Donc finalement, vos trois activités sont un petit peu liées parce que vous sourcez des startups early stage,
les meilleures d'entre elles, éventuellement, vous allez investir dedans pour voir qu'elles puissent se développer beaucoup plus. Et en plus, vous les mettez en contact avec des grands comptes dans le cadre d'Open Innovation et d'autres activités. Donc, tu l'as bien précisé. Donc, Plug and Play lance leur bureau africain d'abord au Maroc. Il y a forcément un développement qui va se faire sur le continent. Au Maroc, donc vous êtes au premier batch. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce premier batch? Comment vous avez sourcé les premières startups? Comment s'est passé ce premier batch? Parce que c'est important, c'est avec ce batch-là que vous allez vous faire connaître, vous allez asseoir votre crédibilité au Maroc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc on a commencé avec tout le process de sourcing en septembre-octobre 2020 pour commencer en janvier le programme. Donc on a reçu et on a allé chercher des startups. On a reçu plus de 80 applications. Après, on a parlé avec plus de 40 startups, donc un total supérieur à 100 startups qu'on a sourcé. C'est des startups marocaines, mais aussi des startups internationales qui veulent s'étendre au Maroc, qui veulent faire une extension internationale au Maroc. La plupart étaient marocaines, des startups qu'on a considérées. Et en tout cas, maintenant, dans le batch, on a 16 startups marocaines et 2 sud-africaines. Donc, c'est un peu comme qu'on a réussi. Et donc, le process, c'est premièrement, on fait ce sourcing, on interview, après, on a fait des interviews à 50 de ces startups qui ont passé dans le procès. Et de ces 50, on a sélectionné 24 startups qui ont venu au Selection Day. Le Selection Day a été le 15 janvier. Et le 15 janvier, on a invité ces 24 startups pour venir pitcher. Si c'était international, ils ont envoyé une vidéo, mais sinon, ils ont venu en personne pitcher à Stargate, à Bengueli. En face de l'équipe Plug and Play et aussi en face de notre corporate partner. Et après cet événement, on a sélectionné les 18 startups qu'on voulait avoir dans le batch. Et après ces startups, ils ont rejoint le batch. C'est vrai, ce premier batch, on a pris 18, mais après dans le deuxième batch, c'est encore pas définitif, mais on pense qu'on va aller avec un peu moins de startups, être un peu plus sélectif cette fois, aller pour 12, 13, 14 startups au lieu de 18. D'accord. Bah, justement, qu'est-ce que vous avez appris de ce premier batch? Pourquoi, du coup, vous allez prendre moins de startups? C'est pour les accompagner mieux ou quelle est la raison, justement, de prendre moins de startups sur le deuxième batch? Bah, il y a plusieurs raisons. Une d'elles, c'est que c'est vrai que l'écosystème marocain est un peu immature encore, donc il n'y a pas tellement de startups où chercher. Et aussi, on veut choisir vraiment des startups qu'on peut aider 100% tous les jours. Donc, dans ce batch, on a aidé tous les startups, mais c'est vrai qu'on veut cibler plus, on veut les aider encore plus et montrer plus d'impact dans le futur batch. Donc, c'est un peu les décisions aussi. On est venu nouveau l'année, bon, il y a 6 mois et on est en train de tester. Donc, on est constamment, comme une startup, on est en train de tester, faire des choses bien, faire des choses mal. Donc, on est tout le temps en train de tester. Et c'est la part du procès d'apprentissage. Ok, très bien, très bien. Et du coup, sur ce premier batch, comment s'est passé du coup ce premier batch justement? Est-ce que tu peux nous donner du détail un petit peu comment les startups ont été combien de temps ça a duré? Comment ils ont été accompagnés? Est-ce qu'ils ont accès à des anciens entrepreneurs comme coach et advisor? Comment ça se passe Mhm. concrètement pour une startup qui est acceptée et incubée chez Plug and Play? Oui, ici au Maroc, le programme de Plug and Play, c'est un peu différent que ce qu'on est en train de faire dans le reste des pays. Dû à l'écosystème, on a dû s'adapter un peu à l'écosystème. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est un programme hybride. On est en train de le faire en virtuel et en personne en même temps. Et donc, le programme a commencé le 15 janvier après Selection Day. Et après, durant le programme, on a fait 3 Focus Week. Donc, pendant tout le programme, les startups ils ont eu accès à du support digital en nous demandant à l'équipe Plug and Play s'ils avaient besoin de quelque soit. Mais le plus important, c'était donc durant les Focus Week. Durant les Focus Week, on a apporté chaque Focus Week au moins 3 coachs ou mentors qui sont des personnes qui ont de l'expérience internationale, qui ont de l'expérience de l'entrepreneuriat, soit comme investisseur, comme vraiment entrepreneur ou comme corporate innovator. Et on les a apportés à Benguir, à Stargate, avec les startups en personne qui ont pu attendre, sinon ils l'ont fait digitalement. Et donc, un peu l'objectif de ce Focus Week, c'est apporter 3 menteurs, avoir les startups là-bas et
pas seulement créer cette mentorship avec des workshops et des one-on-one avec les startups, mais aussi que les startups interagissent entre elles. C'est pour ça qu'on fait on le fait en personne, en physique, même si le Covid ne nous laisse pas faire tout ce qu'on voudrait, toujours avec la sécurité. Mais on l'a fait en personne pour qu'il y ait des interactions entre startups, ils s'aident entre elles et ça crée un peu de communauté et un peu plus de cet esprit d'innovation. Donc, par exemple, dans la Focus Week 1, je pense que c'était, on a reçu Lamia Hanafi, qui est une Marocaine qui a fait une start-up avec son frère en Paris. Après, il a vendu cette start-up, donc il y a une success case. Elle est venue ici à raconter son histoire. On avait eu aussi Hicham, je ne me rappelle pas du nom, qui était... Hicham, il était parti de Philips, donc un corporate, mais il était de l'autre côté de la table. Il était une des personnes qui travaille avec Plug and Play depuis Philips. Donc, on faisait de l'open innovation avec lui. Et il est venu montrer aux startups comment interagir avec les grands comptes, comment parler avec elles et comment faire des deals avec elles. Et après, on a eu Tamim. Tamim, il est le partner de Seastar Africa Ventures, donc un investisseur qui est en train de faire un fonds de 100 millions d'euros. Donc, on a eu ces trois approches pour la première Focus Week. Après, on a fait des mentorships de légal, d'autres environnements. Mais on veut apporter des personnes qui sont ou qui ont de l'expérience au Maroc ou dans la zone de l'Afrique du Nord, mais qui ont aussi de l'expérience internationale pour apporter encore plus d'expertise à ces startups. Et ça, c'est un peu comme on a fait. En total, c'était du 15 janvier au 9 avril. On a voulu terminer juste avant le Ramadan. Et après, on a fait 3 Focus Week et durant tout ce qui est le programme, il y a eu de digital support pour les startups. D'accord, très bien. Et donc, vous arrivez à la finalité du programme. Le 9 avril, vous organisez un Demo Day, c'est ça, pour que… alors d'abord, est-ce que toutes les startups incubées vont participer au Demo Day? Et quel est l'intérêt justement du Demo Day? Est-ce que les startups vont présenter leurs produits, leurs services à des investisseurs ou quelle est vraiment la finalité de ce Demo Day, le 9 avril? Se demander ou expo, comme on appelle à Plug and Play, un peu l'objectif est différent pour les startups. Pour être exact, on a des startups dans des différentes étapes à Plug and Play. On a des startups qui viennent de construire son premier prototype, son premier produit. Il y a des startups qui, juste quand ils ont rentré sur Plug and Play, ils avaient commencé avec ces applications dans le marché. Et d'autres startups qui sont déjà un peu plus grandes, qui ont une facturation de 20 000, 30 000 ou encore plus d'argent. Donc, l'intérêt, ça dépend de la startup. Nous, on invite à l'expo à des corporates, à des investisseurs, mais surtout à des corporates et des investisseurs parce que ça, c'est les deux objectifs que les startups vont retrouver. Donc, une startup, elle peut faire un pitch qui est plus adressé à business development, en train de dire, par exemple, si une startup de logistique, en train de dire sa solution un peu plus d'une manière commerciale. Il y a des autres startups qui sont maintenant en tournée de table de financement. Et donc, ils sont en train de faire un pitch pour montrer comment c'est intéressant son startup du point de vue financier pour lever de fonds. Ou il y a des startups qui sont en train de faire les deux choses en même temps. Donc, ils font un peu le pitch de la partie commerciale et après, ils disent on est en train de on est en train de faire une tournée de table. Un peu l'objectif, ce n'est pas de convaincre personne durant l'événement, mais c'est de le faire aux personnes qui vont venir à l'événement, les corporates, les investisseurs, d'être plus intéressés pour avoir une deuxième call ou un deuxième meeting avec eux et qu'ils peuvent parler plus tranquillement. À la fin, dans 5 minutes, tu ne vas pas convaincre personne de mettre de l'argent. Mais si tu as après 3-4 réunions avec cette personne, peut-être oui. Donc, c'est un peu l'objectif, de faire les investisseurs et les corporates vouloir parler avec ces startups. D'accord, très bien. Euh, est-ce que tu peux nous parler avant de passer sur la partie Open Innovation et votre travail, ce que vous faites avec les grands comptes, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement des startups qui sont incubées dans ce premier batch et peut-être quelques-unes, celles que tu penses qu'elles peuvent avoir un avenir assez intéressant au Maroc et en Afrique? Je sais que c'est une question difficile, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner juste quelques-unes sans faire de sélection forcément? Non, nous, on aime tous les startups. Les 17 qui se graduent sont des bonnes startups. On les aime tous. C'est vrai qu'il y a des startups qui sont un peu plus
dans une phase un peu plus not late stage, parce qu'elles sont tous early stage, mais dans une phase un peu plus avancée. Et ces startups, je pense que tout le monde les connaît, mais nous, on aime tous les startups et on pense que tous ont un grand avenir. Si on peut parler de ceux qui vont faire un peu plus de bruit dans les prochains jours parce qu'ils sont en train de grandir Avancé. beaucoup, moi je pense que sans doute c'est Shari, Freterium, Cloudfret, Kasky. Ils sont en train de grandir très, très rapidement. Et après, il y a deux startups qui viennent de sortir au marché, comme Parkini ou Judec, qui sont déjà en train d'avoir aussi de la facturation, mais qui sont un peu plus early stage. Mais en tout cas, tous les startups qu'on a dans le batch, ils sont en train de grandir et moi, je pense qu'ils sont tous un avenir très brillant. Très, très bien, très bien. Et j'invite tout le monde à aller regarder et découvrir ces startups le 9 avril. L'événement sera en streaming sur YouTube, c'est bien ça? On Oui. mettra le lien dans la vidéo pour que tout le monde puisse aller regarder. On passe à la partie corporate. Moi, j'ai plusieurs questions à te poser. Tu en as parlé tout à l'heure. Une des activités importantes de Plug and Play, c'est de travailler avec les grands comptes, justement autour de l'open innovation. Donc, ça implique de travailler ou pas avec des startups. Comment vous faites euh, pour essayer de faire travailler les grands comptes et les startups? Parce que moi, je vois un petit souci, c'est qu'il y a beaucoup de grands comptes qui travaillent avec les startups, mais c'est sur une optique un peu marketing, un peu innovation. Mais en fait, il y a pas forcément de vraies relations derrière. Il y a beaucoup de grands comptes, voilà, pour dire qu'ils travaillent et qu'ils font de l'innovation. Ils disent qu'ils travaillent avec les startups, mais en réalité, c'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant que pour les startups ou pour les grands comptes. Donc, comment vous faites-vous pour que cette relation entre les startups et les grands comptes soit la plus bénéfique possible pour les deux? Donc, ça, c'est une très bonne question. En tout cas, nous, au début de Plug and Play, je n'étais pas dans la compagnie, mais je sais qu'on avait eu un peu ce problème. Et donc, on a une structure qui est fixée pour éviter ça. Donc, nous, quand on travaille avec un grand compte, on travaille on choisit un champion. Ce champion, c'est une personne qui travaille dans cette grande compte et qu'il est dans l'équipe d'innovation et qu'il va être exclusivement notre point de contact. Et c'est une personne de l'équipe d'innovation. Pourquoi? Parce que ses objectifs ne sont pas faire du marketing ou du PR. Ses objectifs, c'est de faire de l'innovation dans l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est nous aligner avec les objectifs de cette personne qui, s'il atteint ses objectifs, il va être promotionné, il va il va gagner plus de prestige dans l'entreprise, il va croire dans l'entreprise. Et donc, on est en train d'aider cette personne à accomplir ses objectifs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces objectifs, ces challenges, ces objectifs à long terme et aussi au short terme, et on essaye de trouver des startups qui peuvent accomplir ces objectifs. Et c'est comme ça qu'on fait cette communication. Donc, dès que cette personne qu'on est dans un deal flow, que c'est un peu comme on appelle les meetings entre startups et corporate, quand cette personne nous dit, par exemple, j'ai un challenge dans l'automatisation de mon warehouse. Donc, nous, on lui présente 10 startups de robotique pour les warehouses. Et lui, il va avoir un meeting avec ces 10 startups, 6, 4, ce qu'il veut. Et il va choisir une ou deux d'entre elles pour faire des pilotes. Et après ces pilotes, si tout va bien, il va choisir une ou l'autre. Donc, comme ça, avec ce procès d'avoir un champion, une personne qui est dédiée, avoir une startup qui est en train de faire ça, et que les objectifs des deux personnes soient alignés, c'est comment on réussit que les pilotes atterrissent dans un bon endroit. Des fois, les grandes comptes sont un peu plus lentes que les startups, ça c'est vrai. Mais en tout cas, nous, on essaye toujours de pousser ces projets et on essaye de faire plus agile le procès d'innovation des grandes comptes. Donc, nous, on n'est jamais en contact avec les départements de marketing ou de PR des grandes comptes. On est en contact avec la personne qui gère l'innovation. Et c'est en alignant, moi, je pense que ces objectifs, les siens, avec ce on peut donner, comment on réussit à le faire. Donc, en tout cas, il y a une success case, je me rappelle à BNP Paribas en Paris, le champion, il se fait promotionner 3 fois dès qu'il travaille avec nous. Donc, D'accord. si ça marche bien et tous les KPI sont en train d'être accomplis,
il n'y a pas de problème, ça marche bien. C'est vrai qu'il doit y avoir quelqu'un de l'équipe d'innovation et nous, on demande toujours quand on fait un deal avec un corporate, euh, on, on demande ça. On a besoin d'un champion. S'il n'y a pas de champion, on ne peut pas travailler. C'est impossible. D'accord, très très bien. Donc effectivement, il faut quelqu'un qui va, qui est à l'intérieur de la boîte et qui s'occupe de l'innovation, qui doit accompagner ce projet-là et le porter. Euh, Quel est l'intérêt justement pour les startups? Parce qu'on a bien compris, les startups vont aller travailler avec les grands comptes pour faire des POC ou des maquettes dans l'éventualité de revendre leurs services ou leurs produits. Mais quel est l'intérêt premier d'une startup à travailler avec un grand compte, à passer du temps à travailler sur un projet qui est propre ou qui est une problématique d'un grand compte? Parce que euh, est-ce que, cette relation-là, quelle est la finalité pour la startup? Est-ce que c'est pour revendre le produit? Est-ce que c'est pour se faire connaître du grand compte dans une éventuelle possibilité d'exit ou d'investissement? Ou quel est l'intérêt vraiment d'une startup de travailler avec un grand compte? Nous, notre premier objectif de Fast Startup, c'est vendre. C'est que son chiffre d'affaires soit plus haut pour que dans un futur, en vendant plus, ils croissent et ils n'ont même pas besoin de financement. Ça, c'est l'idéal. Parce que si le fondateur a 100% de l'entreprise et il peut croire avec ses ventes, bah, bravo pour lui. Donc, un peu mais c'est vrai qu'on a des différents outputs après chaque meeting. Donc, c'est les ventes, c'est grandir le chiffre d'affaires. Une autre output, ça peut être une acquisition stratégique de part des grandes corporations. C'est pas normal, mais des fois, ça peut se passer. Normalement, ça commence avec un POC, il commence par être client de la startup et après, s'il voit ça n'a aucun de sens qu'il ne soit pas dans notre système. Il peut avoir une acquisition stratégique ou un investissement. On a aussi des corporates qui aiment bien investir. En tout cas, il y a beaucoup de corporates qui ont son propre venture capital. Et nous, on les aide dans ces investissements, dans les investissements de venture capital pour eux. Donc, pour la startup, l'intérêt principalement pour nous, pour son intérêt, c'est qu'ils vendent, que son chiffre de vente grandisse. C'est pour cela que nous, on est vraiment bien avec des startups qui sont B2B plus que B2C. On a quelques investissements en B2C, mais le B2B, c'est où on peut aider le plus et c'est qu'on pousse au plus pour les programmes aussi d'accélération. Ok, très bien, très bien. On passe à la dernière partie. On va parler plus généralement de l'écosystème des startups au Maroc. Toi, tu as une expérience assez intéressante et dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton constat? Parce que tu le disais, ça fait 2 ans à peu près ça fait 2 ans que tu es au Maroc, c'est ça? Si je ne me trompe pas? Bon, ça fait 2 ans que je suis à Plug and Play, mais au Maroc, ça fait 6 mois seulement. Ça fait 6 mois seulement. Ça fait 6 mois. Justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton constat sur l'écosystème des startups marocaines en comparaison avec d'autres pays? Et puis, comment on peut faire évoluer ce système justement? Quelles sont les problématiques que tu vois qu'on peut régler très rapidement et essayer d'aller plus loin dans cet écosystème? Donc, premièrement, ça fait 6 mois que je suis ici, donc je ne sais pas tout. J'ai beaucoup à apprendre encore de l'écosystème marocain. Mais il y a des choses que je constate déjà. Une, c'est dans le domaine du talent. Il y a beaucoup de talent dans ce qui est recherche, surtout, mais qui n'ont pas cette business mindset pour faire cette recherche une chose commerciale, une chose qui peut se commercialiser. En tout cas, on a 2 startups dans le batch, Entomonutrice et Monaco, qui sont dans le domaine de la recherche et ils sont maintenant en train de commencer à passer à la commercialisation. Donc, j'aime beaucoup le talent qui est au Maroc, mais il manque un peu ce business mindset, mais je pense que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de potentiel parce qu'il y a une infrastructure qui est déjà plutôt bien. Comparé au reste de l'Afrique, il y a une infrastructure super grande en termes de bancaire, en termes d'assurance même, en termes de logistique pour les routes. Les routes sont magnifiques ici, la plupart. Et donc, il y a beaucoup de potentiel en termes d'infrastructure. Et il manque un peu, ce que je manque un peu, c'est de régulation qui soit favorable pour les startups. Je m'explique, parce qu'il y a déjà, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives,
Et je ne suis pas familier avec tout seul. Je n'ai pas eu le temps d'être familier avec toutes les initiatives. Mais par exemple, pour tout ce qui est des types d'investissements, ici, on n'a encore pas fait aucune, mais il n'y a pas des investissements qui peuvent se faire par safe ou par convertible note. Il faut faire quelque chose qui est adapté à la régulation marocaine, ce qui fait que les procès sont un peu plus longs. Et aussi, il y a des autres choses que les investisseurs, peut-être, ils n'aiment pas face à la régulation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de startups. Bon, pas beaucoup, mais ceux qui sont un peu plus avancés. Ils ont un autre bureau au Delaware à Paris ou aux îles Maurice, parce que la levée de fonds, ça sera plus facile. Parce que si j'ai bien entendu, je ne suis pas sûr de ça, c'est compliqué de faire sortir l'argent du Maroc. C'est facile d'investir, mais après, pour le faire sortir, c'est compliqué. Donc, c'est un risque que les investisseurs préfèrent ne pas avoir. Et ils demandent aux startups d'être délocalisées dans d'autres D'accord. endroits qui soient plus faciles. En tout cas, ça fait, oui, 6 mois. J'aime bien le talent, j'aime bien l'infrastructure qu'il y a. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a seulement besoin un peu de push dans la partie de régulation et aussi un peu plus de push dans ce qui est la culture d'entrepreneurship, dans tout ce qu'il y a. Parce que si aussi on voit beaucoup de talents qui préfèrent aller dans des grands comptes que de faire sa propre startup. Mais ça passe partout. Ça passe pas seulement au Maroc, ça passe partout. OK. Juste pour expliquer, parce que tu as parlé de SAFE, donc Simple Agreement for Financial Investment. Donc, c'est un document, en fait, c'est un document juridique qui permet à n'importe qui, finalement, d'investir de manière très facile, sans paperasse administrative dans les startups. En fait, ça permet d'investir tout de suite, d'accélérer les choses, de fournir les fonds aux startups et puis de s'occuper de la valorisation au prochain tour de financement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc. Chez Naidatech, on essaie de travailler avec des juristes et on va faire des annonces là-dessus. On essaie de travailler avec des juristes sur cet aspect légal, justement pour sortir quelque chose qui peut être dans le contexte marocain. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Donc tu as parlé de la partie legal et effectivement la partie financement, effectivement, pour l'instant, un investisseur, et ça revient souvent, les investisseurs ne viennent pas, les investisseurs étrangers ne viennent pas parce que, certains ne viennent pas parce que, effectivement, ils ne savent pas comment peut-être récupérer leur argent après investissement une fois qu'ils sont au Maroc. Donc ça, effectivement, ça, c'est l'une des problématiques qui revient souvent. Alors, peut-être ma dernière question, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs marocains? Alors, tu en as parlé un petit peu, c'est peut-être avoir un petit peu plus le côté business, l'esprit business, parce que tu le disais, il y a beaucoup de talents techniques, mais le côté business manque un petit peu. Et ça, c'est peut-être dans chaque équipe startup, il faut avoir quelqu'un qui est vraiment orienté business. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs marocains qui veulent se lancer, là, qui regardent notre vidéo, qui veulent lancer des startups? Bah, moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis pas si courageux pour être entrepreneur. Je suis de l'autre côté de la table. Mais tu en vois Euh, beaucoup, tu les sources, tu les oui. conseilles, donc je pense que ton expérience est assez intéressante. Alors, si je reformule ma question, c'est vu le contexte marocain, justement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que, par exemple, tu conseillerais aux gens qui veulent lancer des startups de lancer des startups plutôt orientées vers l'Afrique du premier jour, ou est-ce qu'il faut aller chercher des solutions à des problèmes maroco-marocains? En fait, en réalité, quel modèle on peut avoir au Maroc et un entrepreneur marocain, dans quelle direction il doit aller normalement? Donc, si tu devais donner des conseils comme ça avec ton expérience. Oui, oui. Bah, moi, je pense que, premièrement, je n'essayerai pas, mais ça, c'est mon opinion, de faire une entreprise seulement pour le Maroc. Parce que le marché, même s'il est plus grand de ce qu'on pense, il reste petit pour avoir des économies d'échelle. Mais moi, je pense qu'il faut tenir en compte ce qui est la position stratégique du Maroc en tant que porte vers l'Afrique, de l'Europe vers l'Afrique. Donc, je pense qu'on peut avoir une startup qui peut s'orienter même à l'Europe, même à l'Afrique, ça peut être même les deux. Mais j'aconseille toujours d'être plutôt
dans un domaine, oui, global, pas se focaliser seulement dans une géographie. Par exemple, dans notre batch, on a Cloudfreight, qui est l'unique compagnie logistique qui se fait un focus entre l'Afrique et l'Europe. Moi, je pense que c'est très intelligent de faire ça. Et après, d'autres startups qui sont en train de se faire un focus dans tout ce qui est la partie du nord de l'Afrique parce qu'il y a plus de similitudes culturelles. Il y a des autres qui ont une approche plus panafricaine. Moi, ce que je pense toujours, c'est aller dans les marchés les plus grands, tester un produit dans un marché peut-être comme le Maroc, mais après aller dans des marchés plus grands et faire ces économies d'échelle fonctionner et être ambitieux. Moi, je pense qu'il faut être ambitieux dans ce domaine. Si tu veux faire une entreprise qui va faire un chiffre d'affaires, même si ça sont comme grand, mais un chiffre d'affaires de 5 millions, 10 millions, 5 millions, 10 millions, peut-être tu ne réussis pas. Mais si tu cherches de faire une entreprise panafricaine qui va réussir 100 millions de chiffre d'affaires dans le futur et qui a vraiment une vision globale, bah, tu vas t'approcher plus à ce que tu veux réussir. Ça, c'est un peu ce que je pense. Mais c'est vrai, moi, je ne suis pas entrepreneur. Moi, je suis de l'autre côté de la table. Ok, non, non, c'est clair, très bien, très bien. Alberto, merci beaucoup pour ta participation. J'espère le meilleur pour Plug and Play. Je rappelle que le 9 avril, il y a le Demo Day du premier batch, donc j'invite tout le monde à aller regarder sur YouTube votre streaming du Demo Day. Euh, on espère qu'on va vous garder le plus longtemps possible au Maroc et que il y aura des licornes qui vont sortir de chez Plug and Play, des licornes marocaines. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et aussi, s'il y a une startup en train d'écouter, on ouvre application pour le batch 2 en mai. Le 1er mai, je pense que les applications sont ouvertes. Donc, vous pouvez postuler dans notre web plugandplaytechcenter.com/Moloko. Et vous aurez un petit formulaire à remplir et vous pouvez postuler pour le batch 2 qui commencera en septembre. Très bien, on mettra le lien sur la vidéo. Alberto, merci beaucoup. Bonne Merci, journée et à merci. bientôt. Un plaisir, merci. Au revoir.